Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aussi les gars, c'est 2h du matin, j'ai oublié de vous le dire. Non, 3h, putain c'est 3h du matin chez moi. Parce que j'ai 6 heures de plus. Ce qui est bien, l'avantage d'être en Thaïlande là et d'avoir une bonne connexion, c'est que ça bug pas. Ça c'est bien comparé à la France. N'importe où j'étais dans le monde, c'est-à-dire quand j'étais à Malte, quand j'étais à Bali, quand j'étais en Thaïlande. Là je suis en Thaïlande, au fin fond d'une petite île où normalement il n'y a personne. Et ben dans tous les cas j'ai une meilleure connexion que chez moi en France. Ça c'est quand même un truc de fou. C'est cool la Thaïlande, ouais c'est cool en vrai. Je suis à Koh Phangan, on est à Koh Phangan. On est trois là, et là il y a Alan, moi, on est dans la même villa, et il y a aussi Augustin là, qui est d'ailleurs dans le chat. Il fait les montages, des rediffs de live et tout. Et du coup, vu qu'il est passé en Thaïlande, je lui ai dit de passer à la maison et il y a un peu de place, donc c'est cool. Et je suis sur l'île de Koh Phangan, du coup, c'est. Je sais pas si vous connaissez Koh Samui. Koh Samui, c'est plus connu quand même. En fait, Koh Phangan, c'est juste au-dessus de Koh Samui. C'est assez proche. Mais c'est un peu paumé. Genre, pour y aller, faut prendre l'avion, aller à Bangkok. Ensuite, une fois que tu arrives à Bangkok, tu reprends un avion, un petit avion qui part soit de Bangkok, soit de Phuket et qui arrive à Koh Samui. Et après, de Koh Samui à Koh Phangan, t'es obligé de prendre un bateau, il n'y a pas d'autre moyen. Et t'as pas d'aéroport sur Koh Phangan vu que c'est trop petit. Et du coup tu prends un bateau pour arriver à Koh Phangan. Et après genre c'est tellement petit l'île de Koh Phangan, genre t'as pas grand chose. Du coup t'as pas de taxi en mode Uber et tout. T'es obligé de prendre des taxis comme à l'ancienne. Mais c'est ce qui fait le charme je trouve de l'île. Fini Malte. Non, pas du tout fini Malte. Malte, on y retourne. Mais on y retourne en occasion en même temps avec Alan avril. Et moi, je vais y rester. Et Alan, normalement, sera peut-être pareil. Après, peut-être on sera pas exactement les mêmes mois. Mais normalement, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tout 2023, quoi. De avril jusqu'à décembre 2023. Trop envie d'y retourner à Malte. En vrai, ça me tarde trop. Le seul truc, c'est que l'hiver, il y a beaucoup de tempêtes. Il fait pas ultra beau. Et c'est vrai que moi, je kiffe le beau temps. Et j'étais allé à Malte d'ailleurs pour le beau temps. Et c'est vrai que Malte, en fait, de avril jusqu'à octobre, le temps il est incroyable. Et il pleut quasi jamais, il fait super beau et tout. À partir de novembre, genre novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est très moyen. Hein. Et il y a beaucoup de pluie, beaucoup de tempêtes. Et du coup, on s'est dit avec Alan, vas-y, durant cette période-là, il faut qu'on bouge. Et là, la Thaïlande, c'est parfait parce que la Thaïlande, janvier à avril, c'est genre la saison sèche. Il n'y a pas de saison des pluies. Et il fait beau tous les jours et tout, c'est trop bien. Alors, chat GPT-4, ouais, il est en cours, je crois, il vient de se lancer là. Ça vient de se lancer il y a quelques minutes. Je sais pas s'il est exactement lancé. Ouais. Le 3 était déjà très bien, je trouve, la version du 3. Mais le 4, à ce qui paraît, c'est une dinguerie. Parce que genre, il y a, je sais plus combien c'est en termes de multiplicateur, mais c'est genre 100 à 1000 fois plus de données que celui de chat GPT-3. Je sais plus combien c'est exactement, mais genre, c'est vraiment une grosse différence. Ça, c'est le gros questionnement de genre, l'intelligence artificielle, c'est trop cool, mais ça détruit des anciens tafs. Moi, je suis beaucoup plus pour le fait de pousser à fond ce genre d'outils, ce genre d'IA, même si ça enlève des emplois, c'est pas grave, parce que ça va en créer d'autres derrière. Et de toute façon, à chaque fois, c'est un cycle. En fait, ChatGPT 3, c'est gratuit, sauf que si tu vas pas avoir le congestionnement et tout, parce que tu sais, parfois, il y a tellement de monde dessus, ça bug, et du coup, ils te mettent sur une liste d'attente. Et donc, tu dois attendre. Et l'avantage de le payer, c'est que tu l'as autant que tu veux. ChatGPT 3, 175 milliards de paramètres. Merci Théo. Et ChatGPT 4, 100 billions de paramètres. Mais attends, mais 100 billions. Et je sais même pas combien ça fait 1 billion. 1 billion, c'est 1000 milliards, c'est ça? Et je me pose une question s'il réagit ou pas au. Ah, mais non, ça c'est chiant. Si j'ai eu demandé qu'est-ce qu'il pense des faillites bancaires là. Le problème, c'est que rappelez-vous, ChatGPT, il a que les connaissances jusqu'à 2021. Mais 2022, 2023, il a pas les connaissanses de ce qui s'est passé récemment. Et ChatGPT 4, je ne sais pas s'il sera mis à jour par rapport à ça. Ah, c'est dispo pour les membres plus, ok, du coup, faut payer. Je l'ai pas payé, ChatGPT, mais je vais le payer parce qu'en vrai, c'est tellement rentable. GPT-3 et GPT-4, la différence, on va faire ça. Pour se rendre compte, parce que c'est vrai qu'avec les chiffres, c'est quand même dur de se dire, il y a tant de millions, tant de milliards de plus, c'est quand même très compliqué. Alors que visuellement, voilà, ça c'est parfait. Non, ça c'est une dinguerie. 175 milliards, et là on est à 100 billions. Donc c'est bien ça, je crois, 100 000 milliards, hein, il me semble que c'est ça. C'est énorme la différence. C'est énorme. Franchement, là, on se rend compte avec la comparaison entre les deux cercles. Waouh, ça va être une dinguerie. Hein. Je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux après avec chat GPT-5. On verra, mais ça me paraît... Ça me paraît complexe. Non, il n'a pas les news. Ah ok, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Parce que moi par exemple, j'aurais bien aimé avoir les... Tu sais, il s'est passé quand même beaucoup de choses durant 2022. Déjà juste, tu lui demandes des trucs sur FTX, sur ce qui se passe récemment et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Je me suis dit, pourquoi pas vous parler, mettre listé comme ça les projets sur lesquels je rentre en pre-sale. Ça les gars, c'est que des projets sur lesquels je suis rentré en pre-sale. Comme vous savez, je voulais assez rabâcher, mais j'ai beaucoup de pre-sale. Là, je dois être à 22. Et là, j'en ai mis 4. Et je pense que je referai des tweets comme ça dans le futur où j'en remettrai à chaque fois 4, 5, etc. Ça peut être intéressant. Là, j'en ai mis du coup 4. Il y a la PropChain qui vont bientôt d'ailleurs sortir leur token au listing.
C'est intéressant là ce qu'ils font. On a le BLT, tiens, de Blast Royale. Lui, c'est plutôt un jeu, un peu comme Clash Royale dans le même style. On a Magic Square aussi. Eux, ils sont balèzes. Hein. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais ils sont balèzes. Déjà, juste regardez, ils ont 130 000 abonnés. Ils ont la certif. Parce que c'est qu'ils ont comme certif. Ils sont assez balèzes. Moi, ce que j'aime bien faire en général, si vous regardez juste déjà le truc Twitter, ce que j'aime bien faire déjà, c'est regarder le nombre d'abonnés. Après, ça peut être fake suivant le nombre de personnes qui follow ou pas. Voir sa certif, s'ils ont une certif spéciale comme ça et tout, c'est pas mal du tout. Et voir qui suit. C'est-à-dire que moi, je regarde dans mes abonnements qui suit. Apparemment, je vois qu'il y a Swissborg qui suit, Unstoppable Domain qui suit. Après, je l'avais déjà fait à l'époque, la propre chaîne. Ouais, il y a du monde qui suit. Hein. C'est pas mal. Après, c'est comme d'hab, c'est des petites astuces, mais ça veut rien dire, quoi. C'est pas parce qu'il y a un tel qui suit un tel que forcément c'est un bon projet, mais déjà, ça veut dire quelques trucs. Et Oval, tiens, Oval, au niveau, il veut faire le SORAR, mais au niveau du rugby, très intéressant. Là aussi, je suis rentré auprès de celle là-dessus. D'ailleurs, je vous en parlais en vidéo bientôt de ce projet. Là aussi, hein, il y a du monde qui suit. Et du coup, au niveau de ces projets, il y en a un, il m'a demandé en dessous comment faire pour rentrer. Et moi, quand j'expliquais, là, je suis rentré en pre-sale. Donc pour vous, c'est possible, mais c'est très compliqué de rentrer dessus aussi en pre-sale. Et du coup, soit vous attendez qu'il soit listé, soit en ICO. S'il y a un SEO, par exemple là, Oval, il va avoir un SEO. Les autres, je sais plus, faudrait que je regarde. Mais Oval, je suis sûr, il va y avoir un SEO. Et du coup, vous avez juste à rentrer durant le round de la SEO. Et moi, ça vous permet de participer. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais la différence entre pre-sale et SEO, c'est que SEO, vous avez moins. Votre token, il est un peu plus cher, mais l'avantage, il est bloqué moins longtemps. Mais même si vous rentrez au listing, c'est pas grave, les gars. Si vous rentrez au listing, souvent, rappelez-vous, quand on a un token qui se fait lister, il se passe toujours la même chose. En gros, rappelez-vous, quand il est listé le token, souvent, il explose au début. Puis après, il corrige, il trouve un bottom, il commence à consolider. Puis après, souvent, il repart à la hausse. Et ben, ce que vous pouvez faire, dès que vous voyez un projet intéressant, là, comme ceux que j'ai parlé, je suis pas sûr qu'ils vont marcher ces projets, mais c'est sur lesquels j'y crois et je suis rentré. Et en gros, si vous voulez rentrer sur un de ces projets ou même dans d'autres dans le futur, et ben, si vous n'avez pas l'occasion de rentrer en private sale ou en ICO dessus, vous attendez le listing, vous attendez que ça pète bien au début, que ça corrige, et une fois que ça commence à consolider de cette façon, soit vous rentrez à cassure, soit vous rentrez, essayer de trouver le bottom par là. Et en vrai, c'est très bien. Et moi, j'ai fait ça sur beaucoup de projets et ça payait énormément. Regardez Chili's, c'est un très très bon exemple. Chili's, les gars, j'ai pas pu rentrer durant la pre-sale parce qu'à l'époque j'étais même pas sur les réseaux et j'ai pas pu rentrer sur la SEO non plus. Je sais même pas s'il y avait des SEO sur Chili's, mais je suis quand même rentré au listing. Et ouais, regardez ce qui s'est passé. Le token, hop, a été listé, il a explosé au début, il a corrigé très fort et je suis rentré exactement ici en septembre et octobre 2019. Vous voyez, quand on a eu la consolidation, le token était public et malgré ça, ça m'a quand même permis de faire un x250 dessus. Je sais pas si ce sera pareil pour ces tokens-là, mais je sais que parmi tous les tokens qui vont être créés durant cette année, il y en a beaucoup qui vont faire comme Chili's, qui vont être listés, ils vont exploser, puis ils vont redescendre et au final, ce sera listé, ce sera en public. Vous allez vous dire, ouais, ça vaut pas le coup parce que ça vaut mieux le coup de rentrer en SEO parce que c'est vrai qu'on a cet effet-là de se dire qu'on rentre en SEO et qu'on rentre en pre-sale, c'est mieux parce que on rentre avant les autres. Mais c'est pas tout le temps vrai. Parfois ça marche, mais c'est pas tout le temps vrai. Et comme je vais montrer avec Chili's, on peut faire des perfs incroyables sans rentrer forcément en SEO en pre-sale. Même si vous rentrez en listing public dessus, et ben en bull run après, si vous arrivez à rentrer au tout début du listing et le token il s'apprécie durant la période d'accumulation et puis surtout il explose en bull run, les x200, x300, il y en aura, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est ça qu'il faut surveiller. Comme d'hab, le problème des SEO des pre-sale, les gars, c'est, vous voyez là par exemple les pre-sale que je vous ai montré, les 4 pre-sale que je vous ai montré juste avant sur Twitter. Je n'ai aucune idée s'il y a une d'entre elles qui va faire un x100, un x1000, un x500. C'est pareil pour les I. C'est vrai que quand on prenait comme ça un projet qui est plutôt correct sur le papier, la roadmap est claire, la team derrière elle est sérieuse, etc., une bonne tokenomics, et que tu as un bull run derrière logiquement qui suit durant 2025, tu as quand même des chances que le token s'apprécie et dans le meilleur des cas qu'il fasse une belle perf. 10K x 200, t'es bien. Ouais, c'est vrai que si sur une des pre-sale là ça fait x200. Alors j'ai pas mis que des 10K, hein. Par exemple là, PropChain, j'ai dû mettre 20 000. Blast Royale, j'ai dû mettre 5. Magic Square, j'ai dû mettre 10. Et Oval, j'ai dû mettre 10, un truc comme ça, je crois. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui fait x200. Je vais même pas calculer. Je suis obligé de calculer quand même. J'étais pas sûr. Et du coup, ouais, 2 millions. Ah ouais, 2 millions, c'est quand même beaucoup. Ouais, 2 millions, ça régale. Après, il faut réussir à garder tous ces tokens et revendre tous ces tokens quand ça vaut 2 millions de dollars, quoi. Donc c'est chaud. J'adore le Monero, le fait que ce soit une private coin et tout. J'adore les private coins. Le problème, c'est que j'aime bien le concept derrière. Le problème, c'est que j'en ai zéro, j'en achète pas parce que je pense que ça va pas péter. Ça va jamais marcher. Ça a jamais marché durant. Ça a pas marché durant le bull run 2021. Je verrai pas pourquoi ça marcherait durant le prochain bull run. Et en fait, le problème, c'est que il y a un peu tout le monde qui blacklist ces cryptos parce que le régulateur il déteste ces cryptos là. Le Monero, le Zcash, le Dash, c'est private token, ça peut la merde pour eux. Est-ce que les sites qui font des prédictions sur des prix des cryptos sont-elles fiables et crédibles? C'est une bonne question, c'est compliqué. Il y a une époque, je jurais que par ça. C'est-à-dire en 2018-2019, je me disais, il faut que je regarde que ça, c'est incroyable. Je regarde l'historique
théoriquement et tout, ça marchait trop bien. Petit à petit, 2020, 2021, j'étais un peu plus méfiant avec ça, mais j'ai prêté quand même une grande attention. Et c'est vrai qu'il y en a un qui marche bien. Tu regardes par exemple le P-cycle bottom et le P-cycle indicator, P-cycle top aussi, il me fonctionne, mais depuis 2009, il fonctionne parfaitement. C'est incroyable. Il est très très fort. Après, au niveau des indicateurs qui font des prédictions de prix, ça je suis moins fan quand même, parce que tu vois, genre c'est plus stock to flow. Le stock to flow, il s'est invalidé durant le bull run de 2021. Il y a aussi avec les courbes logarithmiques, et ça j'y croyais beaucoup, courbes logarithmiques, finalement 2021 c'est aussi invalidé. Du coup les projections de prix, prédictions de prix, maintenant je prends moins en compte au niveau des indicateurs. Je trouve que c'est moins fiable qu'avant. Ça a bien marché jusqu'à 2017, et après là ce dernier bull run ça n'a pas ultra bien marché. En scalping une minute, quel indicateur tu utiliserais? Je fais rarement du scalping en une minute, et même je vous le déconseille, mais si je devais utiliser un indicateur à court terme, je pense que j'utiliserais le RSI. C'est ce que je fais aussi sur les autres time frames, c'est le mieux, je trouve. Je regarderais le RSI, puis je regarderais divergence. Divergence haussière, divergence baissière sur le RSI avec le cours. Je pense que je ferais ça. Un live avec CM, ce serait top. En vrai, ça serait fou. Il faudrait que je vous raconte. Je crois un jour, avec CM, on va se rencontrer pour de vrai, et on va se dire, vas-y, on va faire un documentaire ensemble pour tout remettre des débuts, parce qu'en vrai, longue histoire. Je crois ici, si jamais passé autant de péripéties entre deux personnes dans l'écosystème crypto. Non mais c'est un truc de dingue. Parce que en fait, CM, il a commencé à faire ses premières vidéos. Les gars, ça date d'été août 2019. Et je m'en souviens très bien parce que j'étais en recherche de ce genre de vidéos, d'analyse et tout. Et je suis tombé genre sur sa deuxième ou première vidéo, je m'en souviens plus. Je crois que c'était un tuto Ledger, un truc du style. Et après, j'ai regardé ses vidéos et en fait, j'étais genre dans ses 10 premiers abonnés, quoi. Et on échangeait dès le début, alors que moi, j'étais un abonné à lui, genre c'était fou. Il m'a pris des petits. Après, il y a eu plein de hauts et de bas, genre au moment où j'ai lancé ma chaîne. Puis après, des moments un peu, je le rattrapais. Puis après, il y a eu des petits dramas. Et puis des moments où on s'est bien entendu. Puis il y a eu des petits dramas. Et puis ainsi de suite. Et au final, c'est drôle parce qu'il s'est passé plein de trucs que 99% des gens ne connaissent pas. Et c'est fou, quoi. Ce serait drôle, hein, un jour, dans 10 ans, imaginez, dans 10 ans, on est encore, genre, Cryptotrix et moi, on a encore un flux crypto, enfin, on est encore youtubeur crypto, et on a toujours des abonnés, on est toujours actifs et tout. Et tout ce qui serait passé, je pense, déjà juste cela sur les 3 dernières années, c'est fou, mais alors, sur le plus long terme, ce serait hallucinant. T'as déjà vu son visage? Non, jamais. Je l'ai jamais rencontré. Je vais vous montrer aussi Bitcoin un peu rapidement. C'est un bordel, ce graphique. Il y a trop de volatilité. C'est compliqué à suivre. C'est les montagnes russes. J'ai rarement vu autant de volatilité. En vrai, j'ai pas mal vu de phases de marché, pas mal de volatilité et tout. Souvent, j'ai vu beaucoup de volatilité, par exemple, dans un seul sens, juste en descendant ou juste en montant. Mais j'ai rarement vu autant de volatilité où ça va dans les deux sens. Genre, ça descend très fort, ça monte très fort, ça redescend. C'est le bordel. Les gros shorters sont dans le mal, là, tu penses? Moi, je pense pas qu'il y ait de gros shorters. Genre, à mon avis, il y a peut-être des shorters, des mecs qui shortent à court terme, mais je pense pas que, genre, il y a des gros shorters comme ça qui posent des shorts sur plusieurs semaines et tout. Parce qu'on n'est pas dans une dynamique pour shorter, quoi. Ça m'étonnerait. Ouais, ça, on est clôture daily en dessous des 25 000, les gars. Non, mais c'est abusé. Pour l'instant, c'est pas fini encore, mais ça part très très mal, là. Ça part très très mal. Alors, attendez, il est quelle heure? Oh, parfait, j'ai l'heure française. 21h, donc 22, 23 minutes, quoi. Il reste 3 heures. C'est vrai que là, la clôture en dessous des 25 000, elle paraît inévitable. Et en vrai, je suis pas si étonné que ça, parce que ce que j'expliquais en vidéo, c'est que ça paraît quand même assez fou d'un seul pump réussir à passer au-dessus de cette résistance-là. Les gars, cette résistance, elle est là depuis tellement longtemps. Rappelez-vous, on a commencé à la former, là, le point pivot ici. Première touche ici, et après vous voyez on a fait notre point pivot, là c'est vraiment notre point pivot, c'est cette bougie là. Première touche là au niveau de août 2022, deuxième touche qu'on a fait ici au niveau de février 2023, et pour l'instant ça passe pas au dessus, quoi. On fait que se rejeter, et là enfin on a pu faire une mèche au dessus, mais c'est vrai qu'une mèche c'est pas du tout suffisant en fait, il faut clairement des clôtures daily dans le premier temps, mais après clôture weekly, hein, c'est aussi important. Et tant qu'on passe pas au-dessus au niveau des clôtures, pour moi c'est très compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Et on n'est pas à l'abri de revenir, vous voyez, dans ce genre de range, puis continuer comme ça jusqu'à ce que ça casse. Mais je préfère avoir ça en réalité. C'est mieux d'avoir ça, les gars, que d'avoir un pump direct qui casse. C'est vrai qu'un pump direct qui casse et qui arrive à faire un pullback sur les 25 000 puis après monter progressivement, ça c'est le top du top quand même, mais ce sera aussi un peu précipité. Alors que le fait de revenir là, de faire une belle consolidation qui dure bien longtemps, vous voyez, et qu'on casse plus tard vers par exemple mai ou juin, juillet, vous voyez, c'est parfait parce que du coup on casse cette grosse résistance au bout de plusieurs mois, plus d'un an de consolidation dessous, donc c'est très bien. Et après quand on repart vers été 2023, vous voyez, on est vers les 25 000, donc on n'est pas sur les targets non plus ultra hautes. Et le but là c'est de pas trop non plus monter avant le bull run. Parce que si on monte trop avant le bull run, on aura une chute entre temps, quoi. Il y a peu de chances qu'on forme un bull run avant le halving. Il y a très peu de chances. Et on l'a eu clairement en 2019 où vous voyez, on est monté assez fort avant le bull run, avant le halving. Et par la suite, du coup, on s'est mangé, même si on prend pas en compte le corona, on s'est quand même mangé à moins 53%. Et ça, c'est chiant. Après, c'est vrai que ça fait de la volatilité. Et je me demande en fait, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux
de faire un truc qui monte progressivement, vous voyez, tac, on y va doucement, 25 000, etc. Tranquillement, et on arrive au halving vers les 35 000, et là, paf, on part à la hausse. Est-ce que c'est mieux de faire ça ? Ou est-ce que c'est mieux de direct vouloir lancer un bull run, enfin pas un bull run, mais une bonne tendance haussière, monter par exemple à 50 000, 60 000 $, ensuite corriger fort, et au final, vous voyez, on revient pareil que l'autre scénario, vers les 35 000 au niveau du halving, et là on remonte. Je pense que c'est quand même mieux ce scénario-là, parce que en réalité, si on gère bien, on arrive à prendre des gains ici, et après éventuellement les sécuriser, et du coup repartir avec plus d'argent ici. Et si on gère mal le truc, on peut se faire avoir, acheter là, et perdre plus d'argent. Et en réalité, c'est ce qui se passera. C'est compliqué, parce que là, on dirait pas, mais par exemple, si le marché avait fait ça, avait fait un truc linéaire comme ça, il y aurait eu plus de gens qui auraient été gagnants sur un truc linéaire que sur un truc qui a fait ça, quoi. Parce que là, vous imaginez même pas le nombre de gens qui se sont fait avoir, dans moi, hein, à acheter là-haut et se faire avoir par la suite par ça, par le corona, etc. Donc c'est une bonne question. Après, c'est vrai que ce sera moins chiant. Le fait d'avoir un truc plus volatile sera moins chiant que d'avoir un truc linéaire. Mais comme d'hab, le problème aussi de trop se précipiter, bah après, c'est que ça tient pas. Quand on va avoir une consolidation, la tendance qui va suivre la consolidation, et bah, elle va être proportionnelle à la consolidation. Si la consolidation a été longue et propre, la tendance par la suite sera longue et propre. Si on a eu une consolidation merdique où voilà, c'est très court et ça fait ça, et ben pour être sûr que la suite, et ben ça va être catastrophique aussi. Et ça va pas être une tendance qui va durer dans le temps. Et pareil, quand vous avez tout est proportionnel, quand vous avez une grosse tendance haussière, il y a des chances d'avoir une grosse correction par la suite. Et inversement, quand vous avez une tendance haussière moins forte, vous avez une correction moins forte par la suite. La baisse qu'on a fait durant 2022, c'était une baisse qui était proportionnelle au bull run de 2021. C'était pas une baisse énorme. Alors c'est vrai que ça fait sourire quand on dit ça parce que c'était quand même une baisse qui était puissante, celle de 2022, mais comparé à ce qu'on a eu dans le passé, ça va encore. Parce que vous voyez, si on prend la baisse qu'on a eue durant 2022, c'est moins 76%. Donc c'est beaucoup, mais regardez la baisse qu'on a eue en 2018, elle est bien plus prononcée. On est sur moins 84%. Et je vous promets qu'entre moins 76 et moins 84%, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Entre moins 76%, donc la baisse qu'on a fait ici, et les moins 83%, la baisse qu'on a fait ici, et ben il y en a plein de gens en fait qui se disent, mais entre moins 76 et moins 83%, il y a que dalle. Il y a même pas moins 10% de différence. Mais ça marche pas comme ça. Et ça marche à mode exponentiel. Je sais pas comment calculer exactement, mais en gros, entre moins 76 et moins 83%, et ben ça fait moins 36% et pas moins 8 ou 7 là. Et ça, c'est logique. Mais il y a tellement de gens qui comprennent pas ça. Bah IMO du coup, ouais, mais IMO, je peux pas l'analyser graphiquement, c'est pas possible. Mais IMO, les gars, c'est le projet de Knut. Alors c'est ridicule. Là, en termes de market cap, les gars, on est sur que dalle. On est sur du... Alors j'ai pas le graphe entier parce qu'en fait, je sais plus ce qu'il a fait, je crois, mais il a bougé la liquidité de BNB à ETH parce qu'il a plus confiance sur ETH que BNB. Moi, j'aurais fait la même chose que lui. Ah mais tiens, regardez, BNB, ça c'était son premier graphique. Et il a explosé là récemment, IMO, je crois. Et en vrai, il est ultra intéressant, IMO. Mais non, mais c'est normal. Et tout le monde, allez. J'étais en train de parler de toi et ton live. Ah ouais. Oh les gars, il s'est incrusté dans mon live. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de parler de IMO tranquillement. Il est arrivé d'un coup. Il a ouvert. J'ai pas capté ce qui s'est passé. Il a ouvert la porte. Il a dit ouais, j'arrive, ratio et tout. Oh, c'était une tornade ambulante, les gars. Est-ce que vous avez vu cette boule de feu qui est arrivée? Alors, du coup, IMO, où est-ce que j'en étais? Il est intéressant, je trouve. J'ai mis un peu d'argent dessus. On verra ce que ça donne. J'ai petit capital parce qu'en fait, c'est très peu capitalisé. Il y a peu de capitalisation. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Et puis, je me dis pourquoi pas, avec autant de peu de capitalisation, quoi, avec une petite bite dessus, ça peut faire du bon multiplicateur dans le futur. Après, à voir, parce qu'il faut attendre qu'il y ait du concret, quoi, plus de choses. Après, je vous invite à aller voir. Là, ça devient un peu plus pro ce qu'ils font. Ils ont mis leur Twitter IMO, et du coup au lieu de passer les infos directement sur son Twitter, ils le passent par IMO là. Et du coup ils annoncent pas mal de choses et ça va arriver de plus en plus, je pense. Et donc ça c'est cool. Donc je suis le projet. Tu bosses combien d'heures par jour? Très peu en ce moment. Déjà la journée je travaille pas, ou très peu. C'est rare que je travaille la journée. En gros en général je me lève assez tard, genre 13h, 14h, et je commence à travailler uniquement à partir de 22h. Je travaille pas avant. Moi je profite toute la journée, je fais du kitesurf, je fais de la muscu, je fais plein de trucs. Ça c'est bien. Je travaille 3 heures par jour environ. 3 heures par jour. 4 heures max, grand max, 3 heures par jour. Et encore, j'ai pas délégué, les gars, j'ai pas trouvé de manager parce que j'ai la flemme de trouver mon manager. Mais je sais qu'une fois que j'aurai trouvé mon manager, je pourrais travailler 1 heure par jour, max. Mais c'est mon objectif après. Travailler 1 heure, une demi-heure par jour, ça fait du 5 heures, 7 heures par semaine. C'est abusé quand même. Et je peux vivre de ça, c'est quand même incroyable. Mais bon, avant, les gars, pendant plusieurs années, j'ai travaillé des centaines d'heures par semaine pour mettre ça en place. Tu es maigre, tu manges après ta muscu, je fais que ça. C'est-à-dire que là, les gars, il est 4 heures du matin. Dès que je coupe le live, je suis obligé de faire mon 6e repas de la journée. C'est un enfer. Là, actuellement, je fais 1m83, je faisais 62 kilos pour 1m83. Là, je suis réussi à monter à 66 kilos. Donc, j'ai pris 4 kilos sur les 3 dernières semaines. Vous allez halluciner ce que je bouffe. Là, ce soir, je bouffe un poulet entier. C'est-à-dire que j'ai pris un poulet rôti entier. Je mange un poulet entier. Ensuite, je prends 3 assiettes de pâtes
entière. Dedans, il y a 9 œufs. 9 œufs, vous avez bien entendu. Et avec ça, je prends une salade entière avec des bouts de poulet en plus du poulet entier. Et en dessert, j'ai quelques gâteaux avec du riz, avec de la mangue et tout. Et en plus de ça, j'ai pris un shaker de protéines. Et je mange ça tous les jours, tous les soirs. Et à midi, je remange encore des œufs, des pâtes, du riz. Je sais pas comment c'est possible. Ce que je mange, genre c'est inhumain. Genre je mange pour 5-6 personnes, même plus. C'est un truc de fou. Je dois bouffer genre 15 œufs déjà, juste 15 œufs par jour. Je dois être à 4-5 assiettes de pâtes, mais des grosses assiettes, un poulet entier, et malgré ça, je galère à prendre du poids. Et j'ai un métabolisme, comme mon père, qui brûle ultra vite les calories. Du coup, c'est une galère. Mais là, je commence à prendre un peu de poids en mangeant comme ça. Je suis obligé de m'arrêter de courir, alors que j'adore courir, ça me fait trop chier, mais j'ai pas le choix. Il y a manger une basse course midi. Je te jure que c'est ça. Métabolisme rapide, ouais, c'est ça. Mais l'avantage du métabolisme rapide, c'est que je suis ultra sec. C'est-à-dire, je suis sec de fou, et je suis dessiné de fou, mais j'ai zéro masse. Et ça, c'est chiant. Tu fumes de la weed en Thaïlande pour te coller une dalle pareille. Et ben, figure-toi que j'ai testé un peu, ça marche bien. Ça marche bien. T'as une dalle après, c'est impressionnant. De base, j'ai jamais fumé de clope. J'ai déjà testé et tout, mais j'aime pas. J'aime pas du tout le tabac. Du coup, si je dois fumer de la weed, c'est que de la pure, parce que je déteste le tabac. Et vu que je suis pas un gros consommateur de weed, j'en fume très peu. Je crois la première fois que j'ai dû fumer de la weed, j'ai avoir 18 ans, je pense. En réalité, ça fait jeune, mais il y en a beaucoup de potes qui ont commencé beaucoup plus tôt, genre 16 ans, 15 ans, 14 ans. Et après, les peu de fois où j'en ai fumé, genre c'était une fois, 2 fois par an. Du coup, ça arrivait rarement. Et là, en fait, en Thaïlande, c'est complètement légal. Et je pense que ça va arriver en France aussi. Genre, c'est légal. Et t'as autant de magasins de weed ici que de boulangers en France. C'est un truc de fou. T'as genre, tous les rues, t'as 2 ou 3 magasins de weed. Et t'as de la weed, mais super fort. Des fois, c'est par rapport au THC. Et en fait, t'as du THC parfois qui est à 38%, 40%. Et en fait, ils font que des joints purs ici. Et t'as pas de tabac du coup dedans. Et moi, je dis, j'aime pas le tabac. Et du coup, le problème, c'est que quand je fume, vu que je suis pas un consommateur de weed, je tiens pas la weed. Et du coup, si je fume même pas une ou deux tafs sur un joint pur de weed avec du THC, là, je sais pas combien, je suis mort direct. Et du coup, c'était bien parce qu'après, j'ai super faim. Et la dernière fois, j'ai tiré un peu sur le joint de weed. J'avais une dalle. C'était abusé. Parce que je pouvais bouffer. Et du coup, c'est trop bien parce que je peux prendre de la prise de masse comme ça. Mais moi, j'ai pas envie d'être pété. C'est trop chiant. Parce que tu peux pas travailler, tu peux rien faire. C'est trop chiant. Et en plus, vu que je suis pas fumeur, je tiens pas du tout. Et du coup, je tire de là, je suis mort. Et vas-y, c'est chiant. D'ailleurs, demain soir, je vais à la Half Moon. C'est une grosse soirée dans la jungle. Et ils vendent de ces trucs. Ils vendent des joints de weed directement dans la soirée. Du coup, ils vendent de l'alcool, des joints de weed, des ballons avec du gaz hilarant. Non mais ça c'est hallucinant, du gaz hilarant les gars. C'est interdit normalement. C'est interdit je sais plus dans quel pays, mais en France il me semble pas que c'est encore interdit parce que tu peux te procurer des trucs de gaz hilarant assez facilement il me semble. Et après, mais tout ça ils te le vendent au bar, c'est-à-dire normalement. C'est un truc de fou. Et tu peux acheter des space cake aussi au bar. C'est hallucinant. Ouais, c'est un truc de fou. Mais du coup, t'as plein de conséquences mauvaises avec ça. Ou en gros, ouais, c'est Disneyland pour adultes, Fangan. C'est exactement ça. Et en gros, le problème, c'est que du coup, vu que tout le monde, il n'y a pas énormément de taxis et tout le monde rentre en moto, tout le monde rentre en voiture, surtout en moto. Le nombre d'accidents qu'il y a. La dernière fois, les gars, je suis revenu de la Full Moon. Un accident, mais mortel. Genre, il y avait un scooter, il était complètement dans le fossé. Le mec, il bougeait plus, il était mort. Et il y avait un taxi qui avait plongé dans le ravin comme ça. Ça craint. Mais moi j'aime bien cette ambiance-là. Je sais pas pourquoi j'aime bien quand c'est le bordel, quand c'est l'anarchie. Et j'ai trop du mal avec les soirées qui sont tout super tac, bien clean, faut bien être chic, faut faire gaffe à ce que tu fais. Moi j'aime bien les soirées quand c'est bien le bordel, je préfère. C'est plus authentique. C'est légal à Malte la weed. Et bah ouais, à Malte les gars, c'est légal la weed. C'est fou, je suis en train de me dire. En vrai ça fait toxico. J'ai l'impression d'aller que dans les pays où la weed est légale. Mais à Malte c'est pas autant développé. C'est-à-dire qu'à Malte, il me semble pas, à Malte j'ai jamais vu de weed shop. Et t'as pas encore les weed shops. Genre à Malte je crois t'as le droit de fumer en public et tout, mais tu peux pas acheter aussi facilement qu'en Thaïlande. Si quelqu'un n'est pas capable de lui-même réussir à se mesurer par rapport à ne pas être accro à la weed, et ben c'est une sélection naturelle quoi. Et c'est un peu bâtard ce que je dis, mais pour moi on devrait avoir accès à toutes les drogues possibles au monde, et après c'est à nous de faire la part des choses. En France tu as accès à tout dans les grandes villes. Ouais c'est vrai, mais c'est pas pareil. Genre par exemple en France, je connais pas, j'ai jamais trop acheté ce genre de truc, mais quand en France, si tu veux acheter si tu veux acheter des drogues douces, je pense que c'est quand même assez accessible. Mais après je pense que les drogues dures c'est quand même plus compliqué à avoir. Moi j'aime pas la restriction parce que du coup les gens qui veulent par exemple prendre des drogues dures machin, et même des drogues douces, même de la weed ou du hashish ou des trucs comme ça, et ben ils vont du coup se fournir à des dealers en France qui peuvent mettre n'importe quoi dans leur truc, et du coup t'as pas de réglementation tu vois, et la substance peut être nocive et elle peut te couper avec d'autres trucs. Et j'ai le souvenir, j'avais des potes en BTS qui fumaient énormément de weed, mais quand je vous dis énormément, c'est ils fumaient 16 à 20 joints, c'était 15 à 20 joints par jour. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Et une fois, j'en souviens, ils étaient
pas venu. Et genre, ils étaient 3-4 à fumer, et ils étaient pas venus le matin. Et après, ils étaient revenus après, mais tout, ils m'avaient expliqué. Et en gros, ils avaient acheté de la weed, et le mec l'avait coupé, leur dealer l'avait coupé avec de la C. Et en fait, l'avantage d'avoir le truc légal comme en Thaïlande, et bah t'es sûr que quand tu vas dans un weed shop et t'achètes la weed que tu veux, et bah t'as pas de truc qui est coupé avec, t'as pas de merde. La plupart des pays, c'est ultra accessible l'alcool. L'une dans lesquelles, en fait, où tu peux tomber facilement dedans, avec la pression sociale surtout qu'il y a autour. J'ai toujours bu d'alcool en soirée et tout, mais j'ai des potes qui ne boivent pas d'alcool et qui ne boivent jamais d'alcool. J'ai un pote qui boit jamais d'alcool et il me racontait souvent que en fait la pression sociale de ne pas boire d'alcool et tout, c'était l'enfer parce qu'il va dans une soirée, tout le monde lui propose de boire, tout le monde lui demande pourquoi il peut pas boire, et quand t'as 50 mecs dans la même soirée qui te demandent ça, pète un câble. Les gars, la dernière fois, je suis allé on est allé au magasin de weed, j'ai jamais mangé de space cake de ma vie et j'avais envie de tester. Du coup, je teste et la meuf, elle me dit vas-y doucement et tout, parce que c'est quand même assez costaud. Je dis ok, t'inquiète, tranquille, c'est un petit gâteau. Il faisait ça le gâteau, je me suis dit ça va rien faire. On prend le gâteau genre à 16h et ça avait un goût d'herbe, mais dégueulasse, super fort. Je me suis dit wow, ça va mal finir cette histoire. Et on le mange et tout, et puis on se dit vas-y, on va aller, on prend les motos, on va aller à la plage et tout, tranquille, on a le temps. On se disait c'est bon, le space cake il va commencer à monter au bout de 3 heures. Les gars, au bout de 15 minutes, je me disais mais qu'est-ce qui se passe et tout, ça tournait de partout, horrible, plus jamais de ma vie je reprends ça. Quel enfer. Oh, plus jamais je veux revivre ça. J'étais trop con parce que j'ai pris la moto et en fait je me suis dit c'est bon, le temps que j'aille que je revienne, il va se passer 1 heure, l'effet ça va arriver au bout de 3 heures. En fait au bout de 10 minutes c'était déjà, et du coup j'étais sur la moto et j'avais des effets de fou, c'était un enfer. En fait moi ce qui me saoule c'est que t'es pas au max de tes capacités et genre j'ai l'impression d'être débile quand genre j'avais pris ce truc, j'avais l'impression d'avoir 3 QI, ça tournait tout doucement et genre juste pour parler d'une discussion, pour parler d'un truc, il fallait 1 heure pour la faire tellement que c'était dur et tout à réfléchir, à comprendre, à parler. Et je vois pas l'intérêt, genre c'est nul, t'avances pas. Après par contre ce que j'ai remarqué c'est que t'oublies tout ce que t'as autour, c'est à dire que par exemple je sais pas si t'as pas des problèmes, mais si t'as un truc qui te tracasse dans ta tête et tout, ou t'as quelque chose que tu penses régulièrement, et ben si tu prends ça, et ben t'y penses plus du tout, mais juste durant ce laps de temps, mais après du coup t'y repenses quand c'est fini. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie ou qui ont des choses qui leur prennent beaucoup d'espace mental et qui du coup se mettent à fumer pour oublier tout ça quoi. Bon allez, je vois ça dessus. Merci d'avoir suivi, c'était bien cool.